Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est David pour Ordi Répar. Vous utilisez peut-être déjà les commandes ping et traceroute pour vérifier une connexion réseau ou pour diagnostiquer un problème, et si ce n'est pas le cas, eh bien, pas de panique, on va tenter d'expliquer tout de même ce que c'est. Mais aujourd'hui, je vous propose de voir qu'il existe des outils beaucoup plus puissants et parfois même plus agréables à utiliser. Les commandes ping et traceroute existent maintenant depuis des décennies, elles sont même encore aujourd'hui des incontournables sous Linux et même sous Windows, puisque les deux commandes existent sur Windows. Alors ping s'appelle ping sur Windows également, mais traceroute s'appelle tracert sur Windows. Peu importe, en tout cas, ces commandes-là vont permettre de vérifier donc si une machine est joignable et de visualiser le chemin emprunté par les paquets sur le réseau. Mais elles ont tout de même leurs limites. Par exemple, ping ne teste qu'une seule machine à la fois et traceroute fournit un affichage parfois un petit peu difficile à interpréter lorsqu'on cherche à diagnostiquer un problème. Heureusement, il existe aujourd'hui des alternatives plus évoluées, et c'est exactement ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors vous allez voir que ces outils peuvent vous faire gagner un temps précieux si vous êtes en train de diagnostiquer des choses, que vous soyez un simple utilisateur, un administrateur système ou encore simplement curieux de mieux comprendre comment fonctionne votre réseau. Donc sans plus attendre, eh bien, je vous propose de passer sur l'écran et ici on va faire la démonstration sur Linux. Alors je vais être sur Linux Mint, mais si vous êtes sur d'autres distributions ça devrait fonctionner de la même façon. Les seules petites différences vont être au moment d'installer certaines applications. Je vous propose de commencer par aller sur le terminal et on va se mettre en plein écran, parce que comme ça va nous permettre de voir un peu mieux ce qui se passe. Alors ici, je vous propose de commencer par la première commande, qui est la commande ping. Celle-là, c'est la classique. Alors comment ça fonctionne ping? Eh bien, ping, on va lui donner une adresse, que ce soit une adresse IP ou un nom de domaine. Par exemple, si je donne ici l'adresse IP de ma box, eh bien, je vais pouvoir interroger ma box. Alors, je vais avoir plusieurs messages qui vont apparaître et on va essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je vais arrêter la commande ping avec CTRL-C, parce que comme ça, nous allons pouvoir voir des choses. Ici, comment ça marche? Alors le ping, le principe est simple. Je vais envoyer un paquet d'informations à une machine, donc elle va parcourir le réseau Internet jusqu'à la machine, ou en tout cas le réseau d'une manière générale jusqu'à la machine, et la machine, à l'autre bout, va me répondre. Il y aura donc le ping que j'envoie et le pong que je reçois. Alors ce ping va être constitué de 64 octets, ici par défaut. Je l'envoie à la machine dont l'adresse IP est définie ici, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure. Il y aura donc un numéro de séquence puisque je vais répéter l'opération plusieurs fois. Alors là, je l'ai arrêté au bout de 9, mais si on le laisse faire, il peut continuer comme ça, entre guillemets, à l'infini. On a ensuite le TTL. Le TTL, c'est le time to live, c'est le nombre de rebonds que peut faire mon paquet dans le réseau. Vous vous en doutez sûrement, mais nous ne sommes pas reliés à toutes les machines directement. On passe forcément par des intermédiaires, notamment l'opérateur Internet, le fournisseur d'accès. Si je souhaite joindre une machine qui est sur mon réseau local, évidemment, je vais pouvoir le faire peut-être en un seul saut, en passant uniquement par ma box. Mais si je souhaite par exemple joindre une machine comme Google, eh bien la machine de Google, elle ne se trouve pas directement chez moi. Il faut passer par ma box, qui elle-même va renvoyer à un autre routeur, puis à un autre routeur, puis à un autre routeur, et il se peut que mon paquet fasse plusieurs sauts avant d'arriver à destination. Et bien ici, le TTL, c'est le nombre de sauts qui sont autorisés avant de considérer que le message a été perdu. Ici, on autorise 64 sauts, et puisque visiblement j'ai un temps ici de réponse, eh bien, je considère que le message n'a pas été perdu. Il a mis un certain temps à arriver et à revenir, donc à faire l'aller-retour. Le temps en question, bah là ici par exemple c'était 1,9 millisecondes, un peu moins d'une milliseconde ici. Donc on voit qu'ici il y a des temps de réponse qui sont relativement rapides, et pour cause, puisque je suis en train d'interroger ma box qui se trouve chez moi. Alors ici, quand j'ai fait CTRL-C, j'ai eu simplement un petit résumé, avec 9 paquets donc envoyés, 9 paquets reçus, aucun pourcentage de paquets perdus. Le temps total, eh bien, c'est 8 secondes, hein, 8,3 secondes à peu près. Le RTT, c'est le Round Time Trip, c'est justement le temps que met le paquet à faire l'aller-retour, et on va me donner des informations comme le mini, le maxi, le moyen. Par exemple ici, j'ai un temps minimum de 0,406 millisecondes, un temps maximum de 1,902 millisecondes, et pour un temps moyen de 0,928 millisecondes. Donc ça veut dire que je suis autour de 1 milliseconde pour le temps de réponse de ma box, ce qui est plutôt cohérent puisque la box se trouve finalement chez moi. Imaginons maintenant que je recommence, mais cette fois-ci avec l'adresse de Google. Eh bien, je n'ai pas besoin de connaître son adresse IP, je peux taper directement pinggoogle.com, et si je tape pinggoogle.com, eh bien là aussi, je vais avoir donc les paquets qui seront envoyés. Alors, il y a juste une petite étape supplémentaire qui a été de récupérer l'équivalence en adresse IP donc de l'adresse google.com, ici, donc je vais arrêter ces messages-là, voilà.
avec CTRL-C. Donc ici, j'ai la même chose, j'ai les mêmes informations, le nombre de la taille des paquets pardon, qui sont envoyés, à quelle machine est-ce que c'est envoyé. Le protocole utilisé pour cet envoi, c'est ICMP, hein, c'est le protocole qui sert à faire le ping. TTL, ici, on a un TTL qui est un peu plus grand puisqu'on est sur Internet, on est plus loin. Donc on autorise jusqu'à 114 sauts. Et je vois que les temps de réponse sont plutôt aux alentours de 6 ou 7 millisecondes pour interroger la machine de Google, ce qui est plutôt cohérent puisque je passe par ma box, puis un autre routeur, puis un autre routeur, et ainsi de suite. Donc on verra un peu plus loin qu'on peut savoir par quelle machine on passe avant d'arriver à destination. Ici, j'ai donc les mêmes informations, le temps mini, le temps maxi, le temps moyen. Donc bref, j'ai ici des informations qui sont quand même intéressantes. Donc ça c'est le ping classique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir des alternatives. Donc une première alternative qui s'appelle fping. Alors fping, on peut l'installer si on est sur Linux Mint, Ubuntu ou Debian, en faisant un sudo apt install fping. Alors ici, il est déjà installé chez moi, mais c'est pas grave, si je le lance, je tape mon mot de passe, je valide, il va normalement s'installer chez vous. Si vous êtes sur une autre distribution, Fedora, Arch ou encore d'autres, eh bien, il faudra bien sûr adapter la commande d'installation à votre distribution. Donc ici, j'ai installé fping. Voyons maintenant comment fonctionne fping. Alors si je fais naïvement, comme je l'ai fait tout à l'heure, un fping de 192.168.1.1 qui est ma box, eh bien j'ai simplement une réponse qui me dit donc que cette adresse is alive. Ça veut dire qu'elle est en vie. Cette adresse répond. Très bien, mais c'est pas exactement ce que je voudrais avoir comme information. Je voudrais peut-être savoir en combien de temps elle a répondu, un petit peu à l'image de ce qui se fait sur le ping. Et bien là, je vais pouvoir le faire grâce à des options. Et quelles sont les options qu'on va avoir sur fping? Eh bien ici, on va faire un fping-h pour obtenir de l'aide et obtenir la liste de toutes ces options. Ici, je vais avoir donc plusieurs options qui sont disponibles. On ne va pas forcément toutes les explorer, puisqu'il y en a un petit peu trop, mais on peut en explorer tout de même quelques-unes. Donc moi ici, je le -A pour juste savoir si l'adresse est en vie. Si je veux savoir combien de temps s'est écoulé, eh bien, je vais utiliser le -E pour voir le temps qui s'est écoulé avant le retour du paquet. Donc très bien. Si je fais donc, maintenant un fping de 192.168.1.1, hop, et en mettant un -E, alors je peux le mettre avant ou après, hein, ça n'a pas d'importance, eh bien je vois que j'ai bien la machine qui est vivante, hein, qui répond, et qui me répond en 0,737 millisecondes. Donc voilà un petit temps intéressant, donc je peux recommencer l'opération plusieurs fois, ça fonctionne. Alors parfois c'est un peu plus long, parfois c'est un peu moins long, bref, ça ne pose pas de problème. Et je peux faire la même chose avec directement une adresse. Alors je vais faire un fping-E, donc je vais mettre le -E au début, peu importe, hein. Voilà. Ici, il faut le mettre au début ou à la fin, ça ne change rien. Mais si je fais la même chose avec google.com, eh bien, j'obtiens la même chose. Donc ça peut être intéressant. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est vous montrer que cette commande fping, elle est un peu plus intéressante que le ping classique, tout simplement parce qu'elle va permettre d'interroger plusieurs machines à la fois. Je peux, par exemple, sur mon réseau local, demander... Alors, je peux même simplement demander... Alors, on va commencer par une petite démonstration ici, -E. On va interroger google.com, on va interroger peut-être, je sais pas moi, x.com, et on va interroger ovh.com. Voilà. On va voir si ces trois machines répondent. Et j'ai, en une seule fois, interrogé les trois machines, et j'ai un temps de réponse pour ces trois machines. Je peux le faire sur des adresses comme ça, mais je peux le faire bien sûr sur des adresses IP locales. Et ce qui est intéressant sur les adresses IP locales que je peux interroger, c'est que je peux mettre l'option -G. -G va être un moyen de lui donner une plage d'adresses, et je peux interroger toutes les adresses qui vont de 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.100 par exemple, admettons. Et si je fais ça, eh bien je vois les machines qui répondent. Alors je vois également celles qui ne répondent pas. Ça peut être un petit peu embêtant parce que je vais avoir beaucoup d'informations et pas forcément, c'est pas forcément très pratique. Moi, ce que je voudrais, c'est voir uniquement les machines qui répondent. Et bien pour faire ça, je peux rajouter une autre option ici, qui va être de dire que je veux voir -A uniquement les machines en vie et que je veux qu'il fasse de manière silencieuse un quiet, un -Q, cette requête-là. Donc si je lance ça, eh bien, je vais uniquement avoir les réponses ici des machines qui me répondent à mon ping. Donc vous voyez qu'ici, je vois uniquement les machines disponibles sur mon réseau. Alors c'est intéressant, mais la syntaxe que j'ai utilisée, c'est simplement de donner une adresse IP de départ et une adresse IP d'arrivée. Je peux également utiliser la version abrégée de l'adresse IP, donc je peux faire ici donc .0, pardon, slash, et donner la longueur en fait de mon masque de sous-réseau. Donc ici c'est 24 bits, donc les trois premiers octets sont ici identiques, et c'est uniquement le dernier octet qui va changer. Donc si je fais ça, eh bien je vais faire la même chose, mais là je vais interroger
sur tout mon réseau. Voilà, donc tout ce qui commence par 192.168.1, point n'importe quoi derrière. Et là, vous voyez que j'ai quelques adresses supplémentaires qui répondent. Donc ça me donne tout de même cette indication et c'est plutôt pratique. Je pourrais également avoir un petit résumé si je fais un "-s", donc dans les options, alors je pourrais le mettre avant, après, peu importe. Si je fais ça, eh bien, une fois qu'il aura fini d'interroger ces adresses, eh bien, il va me faire une sorte de petit compte-rendu, une sorte de petit résumé qui peut être intéressant à connaître. Donc ici, j'attends encore quelques instants, il termine donc d'interroger les autres adresses, et il me dit bien qu'il a interrogé 254 machines, 12 sont en vie, 242 sont injoignables. J'ai eu des timeouts pour non-réponse, donc très bien. Voilà, ça me donne les temps mini, moyen et maxi de réponse sur le round trip, justement le fameux temps d'aller-retour des paquets. Donc voilà déjà quelques petites choses qu'on peut faire. Alors ce qu'on peut faire également, alors je vais effacer l'écran et voir comment c'est qu'on peut aussi définir le nombre de tentatives qu'on veut faire. Tout à l'heure sur ping, eh bien il ne me demandait pas mon avis, il lançait sans arrêt la commande. Moi ici je peux décider de faire fping-c et de lui dire que je veux faire 10 tentatives sur la machine 192.68.1.1 par exemple. Et donc ici je vais avoir exactement de la même manière que je l'avais tout à l'heure sur le ping classique, eh bien je vais avoir les informations qui vont ici m'être retournées, donc en faisant toutes les tentatives. Donc je peux le faire évidemment sur plusieurs machines en même temps, donc je vais avoir plusieurs tentatives sur chacune des machines. Donc voilà, j'ai dit 10 tentatives, c'est donc très bien. Et je peux aussi choisir l'intervalle entre chaque tentative. Alors je vais juste vérifier ici avec un fping-h. Comment choisir l'intervalle? L'intervalle, c'est ici avec un "-p, et je donne un intervalle en millisecondes. Très bien, donc si je fais CTRL-L pour effacer, je reprends ma commande ici, je vais interroger uniquement cette machine-là, et je vais dire ici "-p, et on va dire que je veux faire ça toutes les 100 millisecondes. Voilà, donc je lance ça toutes les 100 millisecondes, et donc j'ai un intervalle beaucoup plus court que tout à l'heure. Par défaut, on est sur un intervalle de 1 seconde. Donc vous voyez que fping, c'est quand même assez pratique, on peut faire pas mal de choses avec, donc je vous invite à le découvrir et à aller regarder un peu les options pour voir ce que vous pouvez en tirer de votre côté. Une autre commande que je vous propose de découvrir, c'est la commande gping. Alors gping, c'est pareil, on va l'installer, on va faire un sudo apt install de gping. Alors gping va nous permettre de faire également du ping, mais on va avoir une présentation qui sera un peu différente, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ici, je vais faire un gping de google.com, et vous allez voir qu'on a une présentation qui est tout de suite bien différente. On est sur un mode graphique. Alors, mode graphique, encore une fois, dans le terminal. Donc ici, j'ai une sorte de courbe qui se trace au fur et à mesure, qui me montre les temps de réponse, avec à chaque fois la barre sur le côté, l'histogramme ici, qui me dit où se trouve le temps de réponse de mon ping. Et donc les commandes vont être envoyées comme ça, directement à la machine concernée. Alors ici, je vois quel est le temps de réponse du dernier ping, je vois le temps mini, le temps maxi, je vois le temps moyen. Alors après, on a également d'autres indications comme le jitter. Alors JTR, ici, le jitter, en fait, c'est une information qui peut être intéressante pour savoir pourquoi, par exemple, un jeu en ligne ou une visio fonctionne mal. Le jitter, c'est l'intervalle, c'est l'écart entre deux commandes, entre deux interrogations sur le réseau. Si on a un jitter qui est très élevé, eh bien, ça veut dire qu'on a un réseau qui est instable et qui perd pas mal de paquets ou qui, finalement, met beaucoup de temps à répondre. Donc ça peut être intéressant à diagnostiquer également. Le P95, c'est le pourcentage 95. En fait, on va dire que en prenant 95% donc des réponses les plus basses, ça élimine les marges d'erreur et on a moins de problématiques où il y a de temps en temps un paquet qui se perd ou qui met plus de temps à répondre. Donc le P95, ça donne une vision un peu plus correcte et un peu plus réaliste de ce qui se passe réellement sur le réseau. Donc c'est un temps moyen qui est calculé sur les 95% les plus optimaux, les plus efficaces d'interrogation sur le réseau. Donc ça permet quand même d'avoir des informations utiles. Alors si je veux quitter, j'appuie sur échappe, donc je garde, même en faisant échappe, je garde quand même le graphique tel qu'il était à l'écran. Je vous propose de voir quelles sont les options de gping. Donc si je fais un gping-h, j'ai également quelques options que je peux faire. Donc je peux donner l'intervalle d'affichage, le buffer, le type de
d'adressage si c'est de l'IPv4 ou de l'IPv6. Je peux également avoir un affichage plus simple, donc avec des graphiques plus simples. Je peux aussi mettre des marges verticales, marges horizontales pour définir comment sont mes marges. Je peux changer les couleurs, je peux avoir donc un peu d'aide. Je suis ici et je peux effacer le terminal, le graphique du terminal au moment de quitter le programme. Donc moi ici, ce que je vous propose de voir, c'est comment on va faire un affichage un peu différent et on va le faire sur plusieurs adresses. Donc je peux faire un gping. Donc on a dit google.com, j'ai dit quoi tout à l'heure, on va prendre x.com et on va prendre ovh.com. Voilà. Si je fais ça, eh bien, vous voyez que j'ai les trois courbes qui peuvent s'afficher en même temps. Et si je trouve que ce n'est pas forcément lisible de cette manière-là, eh bien, je peux donc quitter le programme et relancer donc un gping en mettant l'option "-s" pour un affichage un peu simplifié, donc avec des points directement comme ça. Bon, voilà, après à voir si c'est vraiment pertinent ou utile. Mais vous voyez que j'ai bien les bonnes informations pour tous ces serveurs-là, pour toutes ces machines-là. Donc gping, ça peut être pratique, comme ça, pour justement avoir un aperçu un peu visuel de ce qui se passe, du temps de réponse réseau. Donc ça donne quand même une idée de ce qui est en train de se passer sur le réseau. Donc je vais quitter avec échappe, et je pense qu'on va pouvoir passer à l'outil suivant. L'outil suivant, eh bien, on va revenir aux fondamentaux, on va reparler de traceroute. Alors traceroute, pour essayer d'expliquer le fonctionnement de traceroute, eh bien, je vais tout de même ici vous montrer un petit affichage, alors une image que j'ai pu récupérer. Donc traceroute, son principe de fonctionnement, c'est qu'il va envoyer des paquets ICMP avec un TTL qui va changer à chaque fois. Donc au départ, je suis sur ma machine, j'envoie un premier paquet en disant que je souhaite joindre la destination, et je donne un TTL de 1. Donc je vais faire un premier saut, et arrivé au premier saut, eh bien, je ne peux pas aller plus loin, parce que le TTL se décrémente à chaque fois, donc il sera devenu 0. Je ne peux pas aller plus loin, donc j'aurai une réponse qui dit que j'ai dépassé le délai pour joindre la machine en question. Ça sera venu de la part du premier routeur. Mais en tout cas, ça me permet de récupérer l'adresse du premier routeur. Si je relance le même paquet, mais cette fois-ci en mettant un TTL de 2, ben, je vais pouvoir sauter au routeur suivant, qui lui va avoir épuisé le nombre de TTL. Donc je pars de 2, ensuite j'arrive à 1 et j'arrive à 0. Et ici, bah, j'aurai un message qui me dit que j'ai dépassé le temps, mais au moins je sais combien de temps j'ai mis pour arriver jusque-là. Je peux ensuite recommencer avec un TTL de 3, puis un TTL de 4, puis un TTL de 5, etc., jusqu'à arriver à destination. Donc voilà ce qui va se passer. Donc ça va me permettre finalement de récupérer les adresses des routeurs intermédiaires qui reçoivent donc les demandes et qui me permettent de joindre une destination. Donc si je fais un trace route, par exemple de google.com, eh bien ce que je vais voir, ce n'est pas seulement l'adresse de google.com, mais également toutes les machines intermédiaires par lesquelles je passe. Donc si je fais ça, eh bien je vois que je suis passé par une première machine ici qui est mon routeur, ma box, donc que ça a mis un temps de 2 millisecondes. Donc je vois ici le temps qui a été mis, je vois les différentes informations. Je vois qu'ensuite je suis passé par un routeur de chez SFR, qui est mon fournisseur d'accès Internet, puis un autre routeur de chez SFR, et encore, jusqu'à arriver finalement à des routeurs ici qui n'ont pas répondu, et une machine qui devrait être en principe celle de Google. Selon voilà, c'est pas hyper lisible, c'est pas forcément hyper simple à comprendre. Alors, pour remédier à ça, eh bien, on peut utiliser une autre commande qui, normalement, doit être déjà présente, qui s'appelle MTR. Alors, MTR, si je fais un "-h", je devrais avoir de l'aide. MTR va nous permettre de faire à peu près la même chose que traceroute. Alors ce n'est pas forcément pour dire que traceroute n'est pas bien, mais c'est surtout qu'on va avoir un peu plus de détails. Alors ici, on va avoir des options, donc "-h", où on peut choisir le protocole, UDP, TCP, le numéro de port, etc. On peut avoir pas mal d'informations. Moi ici, ce que je vous propose, c'est que simplement, voilà, il faudrait faire man 8 MTR pour avoir plus de détails. Ici, on ne va pas faire ça, on va simplement faire un MTR de google.com. Et en faisant ça, bien vous voyez qu'on a un affichage qui est déjà un tout petit peu plus lisible quand même. Et surtout, il y a une petite chose qui est intéressante, c'est qu'on a une séquence qui se répète. Alors, je vois que je passe toujours par la même machine, donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai bien mon routeur, j'ai bien les différentes machines. Je vois combien de paquets ont été perdus. Enfin, le nombre de pourcentage de paquets perdus, je vois à quelle séquence j'en suis. Je peux à chaque fois avoir le délai en fait en millisecondes de la dernière requête, le délai moyen, le meilleur, le pire, et j'ai la déviation standard, on est bien dans les statistiques ici, pour pouvoir
me rendre compte effectivement de combien ça évolue à chaque fois. Donc ça, c'est très bien. Alors, ici, j'ai quand même plusieurs modes d'affichage. Alors, je vois que j'ai un menu, je peux obtenir de l'aide en faisant H, et ici, on me donne les indications de ce que je peux faire. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ici? Déjà, je peux mettre pause en appuyant sur P, donc et espace pour reprendre. Je peux réinitialiser tout ça, donc si je fais ici une touche, donc échappe par exemple, si je fais R, eh bien je réinitialise tout ça. Je peux avoir la touche N qui me permet d'afficher soit l'adresse IP, soit le nom ici. Alors, pardon, autant pour moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Donc la touche H me permet d'avoir de l'aide. Donc N me permet d'avoir le mode DNS ou non, donc avoir le nom de domaine ou l'adresse IP. J me permet de voir aussi la latence, le fameux jitter qu'on avait tout à l'heure. Donc si je fais ça, si je fais J, eh bien j'ai des statistiques qui correspondent plutôt au jitter. Donc là je peux voir effectivement les écarts moyens qu'il y a sur le jitter. Si je refais à nouveau J, je retombe sur les pings. Donc avec H, je vais avoir encore d'autres options. Je peux ici voir d'autres informations qui peuvent être intéressantes. Par exemple, avec la touche Y va me permettre de voir d'autres informations ici qui vont être un peu plus détaillées. Alors si j'appuie une fois sur Y, voilà, eh bien je vais voir également le nom des AS, des Autonomous Systems, donc en fait des routeurs hein, finalement, par lesquels je passe. Donc chaque routeur a un nom officiel, c'est un numéro de machine autonome, hein, de système autonome, c'est le numéro d'AS, on appelle ça. Et donc on a ici le numéro d'AS du routeur. Si je rebascule encore une fois avec Y, eh bien je vois cette fois-ci la plage d'adresse IP de la machine intermédiaire par laquelle je passe. Donc très bien. Si je rebascule encore avec Y, eh bien je vois le pays dans lequel se trouve le routeur en question. Donc vous voyez que là j'ai des machines en France et j'ai des machines aux États-Unis. Il y en a qui ne répondent pas parce que simplement elles ne sont pas identifiées. Et si je continue encore, eh bien je peux voir donc le nom du registraire en fait, enfin de l'autorité de l'autorité qui a attribué cette adresse IP. Donc ici RIPNCC, ça c'est une autorité française, ARIN c'est une autorité américaine. Alors on pourrait aller voir d'autres choses, hein, si on passe par des serveurs qui sont en Asie par exemple. Ici je vais par exemple quitter et on va aller chercher, je ne sais pas si je peux avoir, je ne sais pas si ça existe, mais on va essayer ondar.jp au Japon. Non, il n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Google Japon. Donc ici, ça semble fonctionner. Alors, ok, très bien. Donc je vais refaire un MTR, cette fois-ci de Google au Japon. Et on va voir si ça me répond bien au Japon. Si je fais Y ici, alors vous voyez que j'ai le numéro d'AS, j'ai bien tout ça. Donc c'est encore des machines américaines. Bon, je n'ai pas forcément les bonnes machines qui correspondent. Imaginons que j'aille sur peut-être un autre site. Est-ce que ça va marcher si je fais MTR AliExpress.com? Est-ce que ça va fonctionner? Donc là, j'ai visiblement des temps de réponse un peu plus longs puisque je passe par des machines très certainement ailleurs. Si je fais Y, 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 vous voyez que je vois ici que c'est à Hong Kong et que c'est l'APNIC qui fournit les adresses et il y a quand même une partie qui répond aux États-Unis. Donc j'ai quand même toutes ces informations-là. Si je fais encore une fois Y, la date que j'obtiens derrière, c'est la date à laquelle l'adresse IP a été attribuée par l'autorité d'administration des adresses IP. Donc je peux comme ça avoir toutes ces informations-là et donc continuer à basculer à chaque fois. Je peux faire un R pour revenir au départ et j'ai comme ça des informations. Donc ça permet de diagnostiquer quand même des choses, de voir un petit peu ce qui se passe. Je vois que certaines choses ne répondent pas et qu'il a fallu recommencer. Donc j'ai quelque chose qui se met comme ça en temps réel, à jour. Donc ici, MTR, c'est quand même une commande qui peut être assez pratique pour diagnostiquer un réseau et pour comprendre par où passe le trafic. Et si justement une des machines ne répond pas, eh bien on sait à quel endroit ça coince. Pour finir, je vous propose un dernier outil qui va être encore une version un peu différente de tout ce qu'on vient de voir là, une sorte de mix entre du ping, du traceroute, du MTR, enfin bref, voilà. C'est pas vraiment un concurrent de tout le reste, ça n'est pas là vraiment pour remplacer vraiment les autres, mais c'est un outil que j'ai découvert récemment et que je trouve intéressant et je voulais vous montrer quand même qu'il existe. Alors cet outil-là, on va aller commencer par se rendre sur une page web parce qu'il faut le télécharger et on va aller sur
trippy.rs, trippy.rs, qui est le site officiel de Trippy. Donc Trippy va être un outil de diagnostic réseau, et on pourrait commencer tout de suite. On peut également aller consulter le GitHub. Donc si je vais consulter le GitHub, eh bien, je peux voir qu'il y a le code source, que je peux récupérer des choses, et que je peux récupérer donc ici déjà un premier affichage. Donc vous voyez qu'ici on a un affichage qui va être intéressant. On a même une map monde pour situer les différents éléments. Donc ça peut être intéressant également. Alors on nous donne une méthode d'installation qui se fait avec le gestionnaire d'installation Cargo, qui peut marcher à la fois sur Linux, BSD, macOS, Windows. Bon, très bien. Mais ici, je ne vais pas forcément l'installer de cette manière-là. Alors, je vais remonter ici, donc dans les releases, je vais cliquer sur Trippy, et je vais pouvoir normalement récupérer, donc dans les différentes releases, hop, je vais descendre. Alors on me donne d'autres méthodes ici pour l'installation, c'est très bien. Et ici, je vais avoir toutes sortes de fichiers à télécharger pour pouvoir l'utiliser. Donc moi, je vais utiliser un .deb puisque je suis sur Linux Mint et que ça devrait fonctionner comme ça. Donc si je clique ici pour télécharger le .deb, alors je prends la version GNU ici, donc je l'enregistre ici dans mon dossier. Alors notez quand même, je vais revenir sur la page précédente, que il y a vraiment plusieurs méthodes d'installation pour Trippy. Donc, sur la page d'accueil du GitHub, on a dans la partie install une méthode pour tous les gestionnaires de paquets. On peut avoir une méthode avec Cargo, on a du apt pour Debian, on a ici pour Ubuntu avec l'option d'ajouter un PPA, on a du Snap. On a du Homebrew pour macOS, mais également pour Linux, parce qu'on peut également utiliser Homebrew sur Linux. On a du Winget pour Windows, du Scoop, du Chocolaté, du NetBSD. Bref, vous voyez qu'il y a toutes sortes de méthodes. Pour Arch Linux, par exemple, il y a Pacman. Gentoo, on peut utiliser Emerge. Bref, on a ici toutes les méthodes possibles et imaginables. Donc n'hésitez pas à venir piocher celle qui correspond à votre distribution. Alors ici, donc j'ai téléchargé mon fichier .deb. Je vais venir donc le récupérer comme ça. Voilà, je vais réduire cette page. Et je vais venir donc cliquer avec le bouton droit, ouvrir avec, et je vais l'ouvrir avec le programme d'installation de paquet. Donc maintenant, il s'ouvre dans cette page-là, je vais installer le paquet. Je tape bien sûr mon mot de passe pour faire l'installation. Voilà, donc le paquet va s'installer. Très bien. Et ici, je vais pouvoir refermer maintenant tout ça. Donc comment est-ce que je vais utiliser Trippy? Eh bien, il va falloir que je tape la commande trip. Donc trip, c'est Trippy. Donc là, il y a déjà des options que je peux utiliser. Et la première des choses à faire, c'est de lui donner une cible. Où est-ce que je veux regarder? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire trip et je vais taper google.com, par exemple. Voilà, si je cherche à vérifier tout ça. Et là, on me dit erreur parce qu'il faut avoir des privilèges. Donc il faut lancer trip avec sudo. Donc, on va faire sudo trip de google.com. Voilà, je tape bien sûr mon mot de passe. Et comme ça, je vais avoir les réponses. Donc on retrouve les informations qu'on avait tout à l'heure, notamment avec MTR. Donc on retrouve les mêmes chemins, la même route, voilà, avec les nombres de paquets perdus, donc les envois qui sont faits, les derniers, moyens, le meilleur, le pire. Là, l'avantage, c'est qu'on est, l'écart type, voilà, on est en français, on a même un état avec différentes couleurs qui vont nous indiquer si tout fonctionne ou non. Là, ici, tout est ouvert, donc tout va bien. Si je recommence, donc je quitte avec Q, et que je fais la même chose pour aller interroger aliexpress.com. Voilà, on va aller regarder un petit peu. Et vous voyez que là, il y a déjà des choses qui fonctionnent moins bien. J'ai pas de réponse. Donc là, on est en rouge, enfin, orange. Alors, je sais pas si c'est orange ou rouge, mais en tout cas, ça nous indique que quelque chose ne va pas. Donc ici, avec H, je peux obtenir de l'aide. Je peux appuyer sur S pour afficher tous les paramètres, 5 pour afficher tous les raccourcis clavier, 7 pour afficher toutes les colonnes. Donc moi, ce que je veux, c'est donc 7 pour voir les colonnes, et je peux choisir quelle colonne je veux voir. Donc je peux personnaliser ici les colonnes que je veux afficher derrière sur mon tableau. Je peux activer ou désactiver. Donc par exemple ici, pour activer, eh bien, je vais me mettre sur la colonne et je vais utiliser point pour activer, donc point ou virgule. Voilà, pour changer l'ordre des colonnes. Donc C, pardon, pour activer, donc C, j'active ou C, je désactive. Et point ou virgule pour changer l'ordre des colonnes. Donc moi ici, j'ai pas forcément besoin de changer l'ordre des colonnes. Si je veux voir ici la fameuse gig, donc ça c'est ce qui bouge derrière, donc très bien, je peux avoir ces informations-là. Donc je vais ressortir de là.
Ce que je voudrais voir ici, c'est surtout les raccourcis clavier. Donc, je ne suis pas encore complètement familier avec tous les raccourcis clavier, donc je vais encore rechercher un petit peu mes petits. Mais je voulais vous présenter tout de même cet outil-là parce il semble en tout cas assez intéressant. Donc, je trouve ici pas mal de raccourcis clavier. Je vais pouvoir donc ici afficher ou masquer une information. Je peux interroger plusieurs serveurs, donc ça c'est pas mal. Alors ici avec les flèches, je peux descendre sur chacune des lignes. Et je vois à chaque fois les statistiques en fait de réponse pour cette adresse ici, pour ce serveur-là. Donc je peux comme ça avoir des informations. Si je suis en rouge, évidemment, c'est que ça ne fonctionne pas. En vert, c'est que tout va bien. Donc ici, j'ai les temps de réponse, les fréquences. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors je peux également, grâce à Trippy, donc si je quitte comme ça, je peux interroger plusieurs serveurs en même temps. Voilà, je peux utiliser plusieurs serveurs. Et là, vous voyez qu'ils sont indiqués en haut. Et si je vais avec la flèche de gauche et de droite, eh bien, me déplacer, je vois l'un ou je vois l'autre. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je peux également utiliser la touche M pour avoir des informations géolocalisées. Mais là, ici, on me dit que je ne peux pas le faire parce que le GeoIP n'est pas activé. Alors, ce que je vous propose, c'est de finir avec ça. On va aller regarder comment on peut activer ce GeoIP. Pour ça, pour activer le GeoIP, on va utiliser un fichier qu'on va aller chercher sur Internet. Il s'agit de Geolite, Geolite 2, city.mmdb. Ça, c'est le fichier dont on va avoir besoin. Donc, ce fichier-là, je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la description. Hein, donc, il est là, ici. Hop. Geolite2-city. C'est un fichier, donc, mmdb. Je vais pouvoir le récupérer en allant, finalement, le récupérer là où il se trouve, c'est-à-dire sur cette adresse-là. Donc, si je prends cette adresse et que je la colle dans la barre d'adresse, voilà, je vais pouvoir télécharger le fichier. Je vais venir dans mes téléchargements. Voilà, je récupère ce Geolite 2 City, donc je recommence. Hein. Je l'ai pris en prenant le direct download. J'ai copié cette adresse que j'ai recollée dans un nouvel onglet. Ça m'a permis de télécharger le fichier. Donc le fichier maintenant est téléchargé donc, dans mes téléchargements. Je vais venir cliquer avec le bouton droit pour ouvrir le gestionnaire d'archives. Voilà, et je vais extraire ce fichier-là ici directement. Voilà. Donc je referme et je vais prendre ce GeoCity que je vais glisser directement dans mon dossier David, si je peux. Alors, hop, on va le couper carrément, ce sera plus simple. Je vais venir le glisser ici, donc coller. Et comme ça, je vais pouvoir l'utiliser directement depuis mon terminal, ici. Hop, voilà. Donc ici, je vais relancer donc Trippy. Donc je vais refaire un sudo trip, et cette fois-ci, je vais faire allez, google.com, et on va mettre geoip-mmdb-file, et je vais lui donner le nom du fichier. Puisque je l'ai mis dans mon dossier local, il s'appelle geolite2-city-mmdb, pardon. Si je valide avec entrée, eh bien je devrais normalement avoir donc le même usage de Trippy que tout à l'heure, donc je peux comme ça voir les différents serveurs, mais cette fois-ci, si j'utilise le raccourci M, eh bien je peux localiser l'endroit où je suis. Donc je peux localiser que le saut numéro 4 se trouve en France, visiblement, et qu'il est à environ 500 km de chez moi. Donc si je ressors avec M à nouveau, je peux interroger le premier. Donc M ici, c'est visiblement à La Faille, Nouvelle-Aquitaine, ici à environ 200 km. Donc je ressors, et si je regarde le dernier par exemple, eh bien je vois qu'il est aux États-Unis, donc Amérique du Nord, à plus de 1000 km. Voilà, donc ici j'ai également les coordonnées, finalement GPS, de ce serveur-là. Donc ça donne une indication, alors qui n'est pas hyper précise, mais qui donne quand même une idée de ce que je suis en train de voir. Donc si je fais la même chose pour peut-être, donc j'avais dit que je mettais google.com, on va faire aliexpress.com. Tout à l'heure on a vu que ça passait par Hong Kong apparemment, donc je vais venir sur la droite, je voudrais voir quels sont les différents endroits par lesquels je passe. Vous voyez que là je suis plutôt à Hong Kong, hein, plutôt en Asie en tout cas. Je suis à Hong Kong, Asie, et je vois à peu près l'endroit où je me trouve. Donc je peux comme ça aller espionner un petit peu les choses, voir où elles se trouvent. Donc là j'ai pas d'informations de localisation. Et la dernière, ici, se trouve à Singapour. Singapour, donc en Asie. Donc c'est celle-ci. Voilà, je vois où je me trouve à ce moment-là. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet de savoir où je suis placé
et par quel serveur je passe et où se trouvent les serveurs que j'utilise pour me rendre sur tel ou tel site. Donc voilà quelques usages qu'on peut faire de Trippy. Alors évidemment, on a aussi des données de diagnostic qui sont tout à fait intéressantes. Je vous invite à aller voir les paramètres, il y en a quand même beaucoup. On peut aller voir tous les paramètres qu'on peut activer dans le traçage, dans le DNS, dans la géolocalisation. On peut revoir les raccourcis clavier, on peut changer les thèmes, voir les colonnes. Donc ici, on a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Allez, je quitte ici. Je peux maintenant refermer mon terminal. Ici, on va refermer toutes ces pages. Et nous avons vu ensemble qu'on pouvait utiliser des alternatives à tous nos outils classiques, donc Ping, pardon, Ping et Traceroute, et que ça donne parfois des options supplémentaires, et ça permet de voir des choses supplémentaires qu'on n'avait pas forcément avec les outils basiques, entre guillemets. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces informations vous auront plu, qu'elles vous aideront à mieux diagnostiquer votre réseau, à comprendre un peu ce qui se passe, ou au moins avoir la curiosité de voir par où vous passez. N'hésitez pas à laisser un pouce si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions, et si vous souhaitez interagir sur la vidéo. Vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord pour continuer cette conversation et pour échanger autour de l'informatique, mais pas seulement, même de tout et de rien. N'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, c'était David pour Ordi Répar. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.